pris 15 ans de travaux, en fait, de recherche. Oui, voilà. Vous tombez sur le sujet un peu par hasard. Parce que votre métier, c'est de soigner les gens, et c'est que les gens venaient se plaindre d'un truc, et vous dites... Et donc on essayons de applique les comprendre. procédures diagnostiques, on tombe sur une lésion qu'on ne connaît pas, et on comprend que ces lésions correspondent à la persistance d'hydroxyde d'aluminium, et on remonte comme ça au vaccin injecté dans le muscle. Voilà. Mais alors, vous avez une chance inouïe, c'est que vous avez une cohorte de patients que vous traitez, que vous soignez. Enfin, alors oui, ça c'est une chance, c'est un fait, c'est-à-dire que si vous voulez... Pour le chercheur que vous êtes. Pour le chercheur, c'est important d'avoir accès à une cohorte de patients, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de cohorte de patients sur une maladie sans soins. C'est-à-dire que des patients, il faut les soigner aussi. Ils viennent vous voir parce que vous pouvez les soigner. Oui, pas parce que vous êtes chercheur. Bien sûr, mais c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez, la recherche clinique, elle va se nourrir à la base d'une expérience clinique, d'une pratique quotidienne, répétée. Donc si vous voulez, ça c'est un point très important, c'est-à-dire que si vous n'avez pas accès aux patients, si vous ne prenez pas en charge les patients, on ne peut pas faire de recherche clinique. Et en écoutant les patients, en les examinant, en les suivant, on comprend les processus qui se passent chez eux. Je vais vous donner un exemple. Les premiers symptômes qu'on avait identifiés dans la maladie, ce sont les douleurs musculaires et la fatigue. Et ces patients, ils présentaient ce qu'on appelle des difficultés cognitives, c'est-à-dire des difficultés de mémoire et de concentration, pour faire simple. Et au départ, j'attribuais ces phénomènes simplement à la fatigue, aux douleurs, comme c'est habituel quand on suit ce type de patient. Et en fait, c'est parce que je suivais pendant plusieurs années des patients et un grand nombre de patients que j'ai compris qu'ils avaient tous la même plainte, que c'était beaucoup plus sévère et qu'on a fait des tests neuropsychologiques, on a compris qu'ils avaient un vrai problème cognitif spécifique. Et après, là-dessus, on a pu construire un travail qui a identifié en comparant les troubles cognitifs chez les patients avec ceux qu'on observait chez d'autres patients qui étaient des douloureux chroniques, qui avaient des maladies inflammatoires, des rhumatismes inflammatoires, et bien on a compris qu'il y avait une atteinte spécifique chez les patients atteints de myofasciite. Donc ça touchait le cerveau finalement. Voilà, ça touchait le cerveau, sans donner une expression comme bruyante ou très visible comme celle d'un accident vasculaire ou d'une maladie d'Alzheimer, on n'est pas dans ce registre, mais on a une vraie atteinte cognitive, une vraie atteinte cérébrale. Mais est-ce que l'Alzheimer, par exemple, peut être causé par l'aluminium? Alors il y a un débat autour de ça, sur lequel je ne rentrerai pas, n'étant pas moi-même spécialiste de l'Alzheimer, mais ce que je tiens à dire, c'est une question qui se pose, c'est une question qui se pose de manière récurrente. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans une problématique qui est exactement la même. Mais si vous voulez, ce qui est certain, c'est que ces patients-là, ils ont des troubles cognitifs, et la présence des troubles cognitifs, ça fait quand même la sévérité de la maladie. Des gens qui, à 40 ans, sont obligés d'arrêter de travailler parce qu'ils sont incapables de se concentrer, de mémoriser, de pouvoir être efficients au travail, c'est un vrai problème. Et c'est proche de ce qu'on appelait le syndrome de la guerre du Golfe? Alors c'est au plan des symptômes, il y a effectivement des proximités. C'est-à-dire que globalement, ça s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le syndrome des adjuvants, où on va retrouver à peu près toujours les mêmes symptômes qui apparaissent. Donc, contrairement à ce qui peut être dit de ci, de là, où les types de symptômes changent tout le temps et que la maladie n'a jamais la même définition, c'est tout à fait faux. On retrouve toujours au contraire les mêmes types de symptômes. On a une fatigue chronique, on a des douleurs musculo-articulaires, on a des troubles cognitifs, et éventuellement de la dépression, etc. Alors, on revient à la recherche. Donc, vous, avec le professeur Romain Gherardi, à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, vous êtes là où l'une des rares équipes assez performantes et avec une large antériorité sur le sujet aluminium et conséquences, on va dire, neuromusculaires. Comment ça se passe? Vous êtes financé en abondance pour aller creuser le sujet encore plus? Ou alors je vous pose la question parce que je sais que... Oui, c'est pas exactement le cas. Enfin, ça serait... Alors, il faut voir comment fonctionne un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche, il a ce qu'on appelle une dotation récurrente qui est donnée par les institutions, universités, INSERM. C'est, je dirais, un fonds minimum pour faire tourner les animaleries, les choses comme ça, etc. Et puis quand vous voulez lancer un travail de recherche, vous êtes obligé d'avoir de l'argent pour payer du personnel, pour payer du consommable, pour avoir accès à des techniques, etc. Tout ça, ça a un coût. Et pour
cela, vous répondez à des appels d'offres qui sont des appels à projets d'organismes soit institutionnels ou soit privés qui font des campagnes de financement. Donc on soumet des projets à financement. Ces projets, donc on les écrit, du mieux qu'on peut, avec les idées qu'on a, avec les objectifs qu'on cherche, et ces projets sont soumis habituellement, la règle de fonctionnement habituelle est la suivante, c'est-à-dire qu'ils sont évalués par des experts qui font un rapport, et après il y a un jury qui est aussi composé d'experts, et ce jury va classer les projets, et il dit je finance les 30 premiers. Oui, mais alors si on... Ou les 20 premiers. Pour ceux qui ont écouté l'émission depuis le début, l'intervention de Michel Rivasi a laissé entendre que c'était pas une garantie qu'il y ait des jurys d'experts. Ah ben c'est pas du tout une garantie, d'abord parce que, sans parler de conflit d'intérêts financiers, on n'a même pas besoin d'entrer dans ce domaine parce que actuellement on est entré dans une phase de beaucoup plus grande transparence qu'il y a 10 ans sur ce point, mais simplement vous avez des gens qui peuvent être, tout scientifiques qu'ils soient, peuvent être idéologiquement adversaires de tel ou tel domaine, de tel ou tel sujet. Si vous travaillez sur la myofascite à macrophage, c'est-à-dire sur une complication des vaccins aluminiques, ce sujet-là va être refusé a priori par des gens qui sont des infectiologues, des gens comme ça. Donc vous savez très bien qu'il y a des experts qui seront a priori contre. Mais est-ce que par exemple aux États-Unis, après la guerre du Golfe, où donc le syndrome était lié à la vaccination, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont révoltés ou comment ça se passe? Ah bah à ma connaissance pas, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs le lien entre vaccin aluminique et syndrome de la guerre du Golfe, c'est une équipe anglaise qui l'a sorti, c'est Otto et collègues, enfin Wesley. Donc je pense non, il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne finance pas une recherche, vous avez beaucoup de mal à établir des données nouvelles. Et des données de qualité. Parce que si vous voulez, par exemple en recherche clinique, si vous voulez avoir des données solides, il faut des groupes témoins. Donc des groupes témoins, c'est des patients qui ont une pathologie voisine mais pas la lésion, des sujets sains, etc. Donc tout ça, vous avez besoin de recruter les gens, vous avez besoin d'embaucher ce qu'on appelle des ARC, des assistants de recherche clinique qui vont colliger les données, vous avez besoin de statisticiens pour traiter les données, vous avez besoin d'ordinateurs pour enregistrer tout, vous avez des dosages à faire, des tas de choses. À partir du moment où on ne vous finance pas, forcément, vos recherches vont être moins bonnes et moins nombreuses. Vous allez produire moins. Et à partir du moment où vous produisez moins, on vous dit, vous n'êtes pas un très bon chercheur, puisque vous ne produisez pas beaucoup sur le sujet. Et donc à partir du moment où on commence à dire, finalement, ce que vous avez produit, ce n'est pas considérable, on va vous discréditer, et comme vous êtes discrédité, on va encore moins vous donner de crédit. Donc c'est un système très bien huilé, on en a eu un exemple, une démonstration récente sur les OGM et Serralini, la façon dont ça se met, on discrédite un chercheur et puis après on ne peut pas avoir de fonds publics pour mener ses travaux de recherche. Alors on arrive à la fin de l'émission, où on en est là parce que finalement, moi si je vous entends, il y a 15 ans de recherche établie, il y a des patients, il y a une expérience clinique considérable. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous pouvez plus travailler? Vous pouvez travailler? Alors, premièrement, il y a des patients qu'on voit et on peut faire une recherche clinique sur ces patients. On arrive à faire péniblement quelques travaux. Mais ce qu'il faut faire pour faire vraiment progresser la connaissance, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et bien évidemment, il y a toujours le souci de ne pas être négatif sur la politique de vaccination, ce qui peut se comprendre, puisque les vaccins, c'est quelque chose de très utile et très important. Ça, je ne discute pas du tout ce point-là. Mais je crois qu'au contraire, on a tout intérêt à travailler à rendre les vaccins les plus sûrs possibles pour garantir leur utilisation continue dans la population la plus large. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. La population comprend très bien quand il y a un problème avec tel ou tel médicament ou tel produit. Elle s'en méfie. Il y a eu des exemples. Oui, il y a des exemples. Donc ce qu'on est en train de faire, en faisant du négationnisme sur la question, en refusant de voir où sont vraiment les problèmes, et bien finalement on va alimenter toute cette suspicion et toutes ces rumeurs. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Moi je prône que l'on puisse obtenir des financements pour faire une recherche tout à fait qui
aussi écrites, hein, les projets sont écrits, ils sont connus, ils peuvent être divulgués, que les gens voient ce qu'on fait, que d'autres travaillent aussi sur le sujet, ça je serais ravi, et qu'à ce moment-là, on puisse fournir des éléments additionnels de compréhension et qu'on fasse progresser les choses. Mais je vois que vous êtes quand même assez nombreux à vous connaître, parce que quand vous êtes arrivé dans le studio, Chris Huxley, vous connaissez, je sais qu'il y a un prof aussi en Israël qui travaille là-dessus. Yehuda Schoenfeld. Voilà, oui, donc il y a du monde quoi, qui va dans votre sens. Donc ça devrait à un moment quand même surnager, non? Je suis optimiste. Oui, vous êtes un peu optimiste. Non, on n'est pas si nombreux que ça. Chris avait très très bien démontré en parlant du nombre d'équipes anglaises impliquées sur l'aluminium. Quand on est au Kill Meeting, on va rassembler pratiquement tous les gens qui travaillent sur la toxicité de l'aluminium. Ça fait une communauté. C'est pas une très grande communauté non plus. Donc ça, bien sûr, c'est un vrai sujet. C'est un sujet important. On est probablement pas assez nombreux. En fait, le thème de cette émission aurait dû être « Y a-t-il des recherches interdites ?» Oui, ça c'est une vraie question. Ça c'est une excellente question. Oui, Chris Huxley, pour finir. You asked about, is this Vous avez posé une question. research that should not be done? Well, Est-ce qu'il y a des recherches interdites? this is Est-ce exactly que ça en the fait situation. partie? C'est exactement You asked about dans cette situation dans laquelle on se trouve maintenant. On a des preuves, on a les indices sur toutes les maladies dans lesquelles l'aluminium pourrait être impliqué. Et c'est, bien entendu, ces preuves vont continuer à s'accumuler. Mais on n'a pas le droit de démontrer, de prouver que l'aluminium one single disease, cause une seule de ces maladies, parce que ceci permettrait d'ouvrir la boîte de Pandore. Et quand la boîte de Pandore est ouverte, on se rendra compte que l'aluminium est potentiellement impliqué et induit beaucoup de maladies chroniques humaines. Et en français, une catastrophe pour l'industrie et pour le commerce, c'est un vrai problème pour eux. Eh bien, je n'imaginais pas en abordant ce sujet que nous irions aussi loin et qu'il y aurait autant de choses à dire. Et de ce que j'ai compris, nous allons certainement avoir à y revenir autour de la question sur Radio France Internationale. Merci en tout cas à vous, Chris Huxley, à François Géraud-Moty.